voisins anglais aiment le thé avec un nuage de lait et les chapeaux haute forme. Ils supportent avec flegme le crachin et l'humidité. Que serait Londres sans ses cabines téléphoniques rouges, ses autobus à 2 étages et ses taxis? Ils sont passionnés par le golf ou le cricket, un sport qui nous est complètement incompréhensible. Ils ne peuvent se séparer de la royauté qu'ils égratignent pourtant continuellement. Ils raffolent de mets bizarres, pudding à la graisse de rognon, jelly aux couleurs fluo, sauce à la menthe. Ils passent des journées entières à tondre leur pelouse. De toutes ces passions, ces hobbies, le jardinage est certainement la plus forte et la plus ancienne. Dans leur jardin, ils sont imbattables et cela ne date pas d'hier. Le jardin est ici depuis que la maison existe. Nous avons donc des traces qui remontent au XIIIe siècle. Quand ma famille est arrivée au XVIe siècle, ils ont créé tous les niveaux du jardin. C'est Henry Sidney qui a créé tous les niveaux du jardin. Ensuite, les haies de If ont été plantées au XIXe siècle pour créer les pièces jardin que vous avez probablement vues. On se repose énormément sur Anthony O'Grady, notre chef jardinier. Nous avons plus de 2 km de haies en If et nous la coupons une fois par an parce qu'on ne peut la couper qu'une fois par an. Nous la taillons au mois d'août, qui est le mois le plus chaud de l'année, quand la haie a fini de pousser. Tailler la haie prend environ 3 semaines à 2 hommes. Ensuite, nous récupérons les chutes très délicatement, car il y a une société française qui nous les achète parce que l'if anglais, il faut que ce soit de l'if anglais, une fois séché, donne une certaine substance qu'il prélève pour faire un médicament qui s'appelle le Taxol, utilisé pour la thérapie contre le cancer. Une société française fabrique ce produit pour le marché américain principalement. Nous leur fournissons 6 tonnes de chutes de ces haies par an, donc elles servent beaucoup. Le bleu et le jaune sont les couleurs de la famille, et en plus, elles vont bien ensemble. Aussi, avec ce jaune-ci, la fleur se sème naturellement. C'est une prime vert du soir, alors on en a un peu partout. Quelquefois c'est prévu, mais la plupart du temps ça ne l'est pas. Eh bien, je pense que le jardin est là depuis très longtemps, et qu'il serait difficile de ne pas s'en occuper. Donc chaque génération doit faire quelque chose pour qu'il continue d'avancer. Si quelqu'un veut garder cet endroit vivant, il doit le faire. C'est pour ça que nous voulons que les gens viennent voir le jardin, parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de jardin. En arrivant à Goodnestone, le charme très victorien de la demeure est évident. Mais lorsque l'on pousse la porte du jardin, on est subjugué par l'ingéniosité des jardiniers du XVIIe siècle. Afin de profiter au maximum des rayons du soleil et se protéger des vents froids, ils ont clos de mur le jardin potager. Lady Fitzwalter l'a gardé en l'état. Ma mère a emménagé dans cette propriété en 1955. Et dans les années 70, quand nous, les enfants, avons grandi, elle a senti qu'elle avait le temps pour agrandir le jardin et en faire le plan. Les premiers travaux ont permis d'aménager le parc. De nombreuses espèces ont été plantées en harmonie avec les somptueux cèdres centenaires. Dernière création, à la place du tennis, un jardin d'herbes folles très à la mode en Angleterre. Deux jardiniers s'activent pour entretenir et embellir les 5 hectares 6 de Goodnestone. Ce parc, ils le connaissent parfaitement. Le jardin clos avec son potager est à n'en pas douter leur univers favori. Normal, Édouard avait 18 ans quand il y travailla pour la première fois. Il y a de cela 42 ans. Au début du XXe siècle, les vergers occupent une part importante du Kent.
Deux scientifiques, Laxton et Rivers, croisent les variétés anciennes, comme la Beauty of Bath ou la Cox, pour créer de nouvelles pommes. Leur œuvre continue aujourd'hui dans les vergers de Faversham. Nous nous trouvons au milieu de la collection nationale de fruits, ici en Angleterre. Ceci est la plus grande collection de fruits au monde rassemblée sur un site. Ce site a été choisi en 1952 à cause de son climat. Ici, dans le sud-est de l'Angleterre, nous sommes à seulement quelques kilomètres de Faversham, entre Canterbury et Londres. Nous voici donc dans les pommes, mais nous avons aussi un verger de poires et de quasiment tous les fruits qui poussent en Angleterre. Les prunes, les reines claudes, les noix et même la vigne. Nous avons une collection représentative de vignes. Certaines collections sont plus complètes que d'autres. Nous avons 2300 variétés de pommes ici, dont 500 sont originaires d'Angleterre. Plusieurs de ces variétés sont connues et aimées des Anglais depuis 200 ou 300 ans. Cependant, les toutes premières variétés viennent de pays comme l'Italie. En fait, quand les Romains sont venus en remontant par la France, ils ont amené des pommes, car ils savaient qu'elles étaient bonnes pour la santé et bonnes pour leurs soldats. Nous avons donc une variété qui remonte à l'an 400, ce qui fait beaucoup de siècles. Mais cette variété pousse encore aujourd'hui en Italie, et elle est ici à Broadgall. Nous avons 2 arbres de chaque variété. Les vergers sont ouverts au public presque tous les jours de l'année. Nous faisons des visites guidées pour que vous puissiez en apprendre davantage sur les différents arbres, et nous avons un magasin qui vend une grosse partie de la production. On garde quand même une partie des fruits à des fins scientifiques, ce qui est très important ici. C'est une des raisons pour laquelle nous avons autant de variétés. Comme ça, les étudiants qui font des projets peuvent venir faire des tests, continuer l'œuvre de Laxton et Rivers, et inventer de nouvelles variétés pour nous aujourd'hui. On mange les pommes, bien sûr. Nous sommes fin juillet et les premières pommes seront prêtes à manger dans environ une semaine. Et notre saison de récolte se prolonge jusqu'en octobre-novembre. On peut tout acheter au magasin. C'est sur une colline dominant des vergers que Sir Edwin Daves construit une maison pleine de charme en 1876. Il l'entoure d'un jardin que ses héritiers enrichissent au fil des ans. Nous sommes à un endroit appelé Mount Ephraim. Il a été baptisé au XVIIe siècle. Je pense que ça devait être à la mode de donner des noms bibliques à des lieux. Cela veut dire endroit profitable et béni. La famille dans laquelle je me suis mariée, la famille Dawes, a acheté une petite maison ici en 1695. Et en 1870, l'un de ses membres, propriétaire d'un bateau et riche entrepreneur prospère, a construit cette grosse maison. Puis en 1950, ma belle-mère vint habiter dans la maison, en ayant dit qu'elle n'habiterait jamais là après s'être mariée. Et elle décida de défricher le jardin. Elle défricha environ 3,5 hectares et nous avons ajouté des choses au jardin depuis. Donc ce jardin est vraiment récent. C'est un jardin du siècle dernier. Ne pas oublier que nous sommes en 2004. C'est un jardin mélangé aussi. Il incorpore différents bouts de jardin qui étaient à la mode à différentes époques. On connaît vraiment des événements spéciaux ici. Habituellement, environ 3 ou 4 par an. Aujourd'hui, nous avons un concert avec l'Orchestre symphonique de Londres qui jouera de la musique semi-classique. 2500 à 3000 personnes vont arriver en début de soirée. Ils vont s'asseoir dans l'herbe, entourés de tous ces arbres, pique-niquer, boire du vin et écouter de la musique magnifique. Amour et tragédie se mêlent à Hever Castle. Godefroy Bullen achète la propriété en 1459. Anne y naît en 1501. Elle passe quelques années en France, où elle suit Marie Tudor, épouse de Louis XII. Elle prend alors le nom de Boleyn. De retour à Hever Castle, Anne est remarquée par le roi Henri VIII.
Soucieux d'avoir un héritier mâle, il se fâche avec le pape, crée l'Église d'Angleterre, divorce de Catherine d'Aragon et épouse Anne. Mais, fatalité, elle ne peut lui donner le fils tant attendu. Tragédie, il la fait décapiter pour épouser Jane Seymour. Plusieurs propriétaires se succèdent au fil des siècles jusqu'à William Waldorf Astor. En 1783, son ancêtre, Johann, garçon boucher, a émigré d'Allemagne vers les États-Unis. Rapidement, il fait fortune. À sa mort, en 1843, il est l'homme le plus riche du pays. William fait prospérer l'héritage. Il quitte les USA pour l'Angleterre et consacre une partie de sa fortune à restaurer Hever Castle. Crée un jardin orné de statues et sculptures venues d'Italie, fait creuser un lac, une folie ouverte maintenant au public. Au début, vous passez la partie des jardins très structurés. Nous avons des taupières. Ces pièces ont environ 100 ans. Ensuite, vous passez devant le jardin de devant, appartenant au château. Nous avons un labyrinthe, Diph Taxus baccata, qui compte environ 1000 plantes. Il y a 100 ans, ce labyrinthe n'a pas vraiment été conçu pour la quantité de visiteurs que nous recevons aujourd'hui. Il a été créé pour une famille, alors il est très étroit dedans, ce qui fait qu'il est souvent très abîmé. D'autres parties du jardin, à côté du labyrinthe, il y a un petit jardin de la période des Tudors, avec la rose ballerine. Elle est très petite et rose. C'est une très très belle rose. Et nous avons un jardin d'herbes fines. Il y a un jeu d'échecs, en if doré, qui a été conçu en fonction d'un jeu d'échecs que le roi Henri aurait utilisé de son vivant. C'est le labyrinthe d'eau. Il me semble qu'il a été construit il y a 10 ans. Les enfants l'adorent. Ce sont des ronds avec des jets. Et si vous vous mettez debout sur un jet, il arrive au-dessus de votre tête. Le but étant de rester sec. Les enfants viennent en maillot, ils se retrouvent complètement trempés et ils adorent ça. Nous avons au total 10 jardiniers. Nous avons aussi 2 personnes pour couper l'herbe. Elles ne font que ça. Nous sommes fermés durant 3 mois, pendant l'hiver. Et c'est pendant ce temps que nous essayons de résoudre tous les problèmes. Nous utilisons une méthode qui s'appelle l'aération. Nous avons un gros tracteur qui tire des fourchons en métal dans le sol. Mais nous perdons beaucoup d'herbes que nous remplaçons. Elle repousse au printemps et ensuite on recommence le même cycle. Beaucoup de monde, herbes mortes, nous arrangeons ça. C'est comme ça. Mais nous sommes obligés de l'accepter. Ce sont les gens qui maintiennent le jardin en vie. Et s'ils ne venaient pas, il n'y aurait pas d'argent. Entretenir les parcs et les jardins coûte une fortune. Les propriétaires doivent donc faire preuve d'imagination pour attirer le public et particulièrement les enfants. À Cromebridge, une forêt enchantée les fait rêver ou frémir. Vous êtes maintenant au jardin de Groombridge. Les jardins datent du XVIIe siècle et ils sont, pour la majorité, disposés comme ils l'étaient au XVIIe siècle. Je suis arrivé ici en octobre 2002 et depuis le Drunken Garden est le seul jardin que nous n'avons pas changé. Le jardin des roses blanches a été changé à 50% au cours de l'hiver où nous avons introduit de nouveaux types de roses pour avoir maintenant 29 types de roses blanches différentes. L'éventail de roses que nous avons est maintenant assez vaste puisque nous avons un peu plus de 280 roses. Sir Conan Doyle venait régulièrement visiter les jardins pour écrire les livres Sherlock Holmes, dans l'un desquels figure l'un des jardins. Ce livre s'appelle Vallée de la peur.
où il parle du Duncan Garden et de son topiaire étrange. Les formes du jardin sont très abstraites, mais quand on entend les enfants avec leur incroyable imagination, qui rentrent dans les jardins, on obtient de tout depuis la grosse limace jusqu'aux dinosaures. Donc c'est très intéressant d'écouter ce que dit le public. Les propriétaires des châteaux ne recevant pas d'aide de l'État, les successions sont parfois difficiles. Alors, les Anglais ont inventé une institution très british. La National Trust est une œuvre de charité qui conserve des lieux d'intérêt et de beauté naturelle en Angleterre et dans le pays de Galles. Ce ne sont pas seulement des manoirs ou des jardins comme celui-ci, mais c'est aussi la campagne et la côte. C'est entièrement financé par les gens qui donnent leur argent et qui paient pour visiter des endroits comme ceci. Vous êtes dans le jardin du château de Sissinghurst. Il a été créé dans les années 1930 par Vita Sackville-West et Harold Nicholson, qui étaient deux paysagistes connus et innovants. Ils ont construit ce jardin sur une période de 25 ans. Et il est devenu très connu parce qu'il était très différent à l'époque des autres jardins en Angleterre. Le concept des différentes pièces jardin avec des couleurs différentes. En ce moment, nous sommes dans le jardin des roses, mais il y a aussi le jardin blanc, le jardin de cottage. Donc il y a beaucoup de parties différentes dans ce jardin. Je ne peux pas vous dire combien de fleurs différentes nous avons dans le jardin, mais tous les ans nous plantons environ 1200 espèces différentes. Nous essayons de faire durer la saison depuis le moment où l'on ouvre, fin mars, jusqu'au moment où l'on ferme, début novembre. Si apprendre à aimer son patrimoine est l'un des objectifs du National Trust, à Yalding Organic Garden, on sensibilise le public à la protection de l'environnement. La HDRA, c'est la Henry Doubleday Research Association. Ce sont des jardins de démonstration ouverts au public dans le sud-est de l'Angleterre. L'idée derrière ces jardins est de montrer aux gens que l'on peut créer des jardins beaux et productifs sans avoir recours à des produits chimiques. Le but de l'association est de rechercher et de promouvoir des techniques durables de développement organique pour les jardiniers et les agriculteurs. Nous pensons que quand les gens viennent ici et voient le jardin, ils ont la preuve que ça marche. Après, ils commencent peut-être à s'intéresser à des techniques alternatives. Nous avons à peu près 14 ou 15 jardins ici. Une moitié des jardins montrent le jardinage à travers le temps. Ensuite, l'autre moitié de nos jardins est plus moderne et organique. Le bijou de ces jardins à travers le temps est certainement la serre victorienne, une old lady de 150 ans. L'autre chose qui est importante pour des jardiniers organiques, c'est d'avoir de la diversité dans le jardin. Dans ce cas, on a ces petites tagettes qui sentent très bon. Cependant, la mouche blanche ne supporte vraiment pas cette odeur. Alors, si vous plantez cette plante à côté de vos tomates, c'est une bonne façon de repousser la mouche blanche. Une autre idée similaire pour les limaces, c'est du son ordinaire. Alors si vous voyez qu'il fait très sec et que dans la journée il pleut, vous savez que le soir les limaces feront des dégâts. Alors vous mettez des petites piles de son comme ça, par-ci, par-là, dans le jardin. Si vous sortez le soir, toutes les limaces de votre jardin seront là et vous pourrez les ramasser et en disposer. Découvrir son pays, apprendre à protéger la nature, donne certainement envie de jardiner. Mais comment se procurer les plantes les plus rares ou les plus originales? Comment réaliser une collection?
Vous êtes à Edencroft Herbs, à Hurst, dans le comté du Kent. Nous sommes la plus grosse organisation de fines herbes dans le Kent et en fait de toute l'Angleterre. Nous avons beaucoup d'herbes culinaires ainsi que des herbes médicinales et cosmétiques. Nous en avons au moins 2000 types différents en stock. Nous abritons la collection nationale des menthes. Nous en avons 100 différentes. Nous avons aussi 50 marjolaines qui ne sont pas dans la collection nationale, ainsi que 50 népétas et 25 types de joubarbes des toits. Marjorams, nepetas, 25 different kinds of house leeks. Nous voudrions que les infirmes et les aveugles puissent en profiter autant que n'importe qui. Quand on découvre le jardin de Sue Corfe, on est sûr qu'elle connaît certainement toutes les bonnes adresses du Kent, d'Angleterre et du Royaume-Uni. Je jardine depuis que j'ai 3 ans. Ma mère adorait le jardinage, ma grand-mère adorait le jardinage et mon arrière-grand-mère adorait le jardinage. Il n'y avait aucun échappatoire. Il faut que je fasse ça. J'en suis passionnée. C'est mon hobby. Le jardin fait à peu près 1 hectare. Je suis arrivée ici avec mon mari il y a 35 ans et il n'y avait pas de jardin ici. Tout ce que vous voyez, je l'ai planté durant les 35 dernières années. Chaque jour, chaque année, on apprend. Tous les ans, c'est différent. Alors comment un livre peut-il décrire tous ces problèmes? C'est impossible. Alors vous faites comme vous le voulez. C'est votre jardin et vous en dressez le plan comme vous le voulez. Moi, je ne dresse aucun plan sur papier. Je le regarde juste et je me rappelle au printemps suivant que A doit être déplacé à B parce que les couleurs A et C ne me plaisent pas ensemble. L'envie vous démange de venir passer quelques jours dans le Kent, le jardin de l'Angleterre? Les villages fleuris sont accueillants, les routes étroites mais tellement charmantes. Certes, il vous faudra rouler à gauche, mais vous aurez le plaisir au détour des chemins d'admirer de somptueux jardins. Pour vous loger, nos amis anglais ont même inventé des bed and breakfast pour jardiniers. Ça s'appelle Bed and Breakfast for Garden Lovers, chambre d'hôtes pour les passionnés du jardin. Et l'idée est que ces gens peuvent rester dans un logement d'un confort raisonnable et profiter également du jardin. Comme nous aussi, nous sommes des passionnés, nous leur donnons des conseils sur les jardins locaux à visiter, sur les pépinières et parfois sur ce que nous faisons ici, car les visiteurs sont toujours intéressés. Tous les matins, je me balade dans le jardin pour voir ce qui a besoin d'être fait. Mais comme je travaille aussi en tant que paysagiste, je ne peux pas passer tout mon temps dans le jardin. J'essaie cependant d'y venir au moins 2 ou 3 heures par jour. Nous essayons de faire pousser nos légumes le plus organiquement possible, parce que je trouve ça très bien d'avoir ses propres légumes frais, sans produits chimiques dessus. Nous les utilisons nous-mêmes et nous les congelons aussi. Si les bed and breakfast de Debbie ou de Sue ne sont pas libres, rassurez-vous, certains hôtels n'ont rien de classique. Bâtiments anciens très cosy, parcs boisés pour les isoler du bruit, jardins fleuris, pelouses à l'anglaise vous attendent. À l'origine, c'était un domaine privé qui a été transformé en hôtel, je pense, à la fin des années 1980. Le nom Spa vient du fait que l'hôtel se situe à Royal Tunbridge Wells, et ce nom-là vient du fait que la famille royale avait l'habitude de venir en cure dans cette région. Il est sur 7 hectares de terrain. Il y a des étables, des lacs remplis par des sources que vous pouvez voir juste là, et ce sont 7 hectares des jardins du Kent. Visiter cette partie très historique de l'Angleterre est une très grande attraction pour les gens qui viennent des USA, du continent ou de n'importe où. À n'en pas douter, le jardin, c'est vraiment la passion de nos voisins anglais. Les gens adorent le jardinage, pas seulement dans le Kent, mais à travers toute l'Angleterre. J'ai demandé à plusieurs personnes quelles raisons elles donnent à cela. Ma petite fille pense que c'est parce que nous avons de la patience.
Alors quand nous plantons une graine, nous sommes prêts à attendre que la plante pousse. Ma fille pense que c'est parce que nous n'avons pas beaucoup de terre. Nous sommes vraiment à court d'espace en Angleterre. Alors chaque petit bout est important et nous nous sentons obligés de nous en occuper. Moi, je pense que c'est parce que dans d'autres domaines, nous ne sommes pas créatifs. Nous n'avons pas de beaux vêtements comme les Français, nous ne savons pas chanter comme les Italiens, alors nous concentrons toute notre créativité sur le jardin.